ça le but du truc, créer du débat. Donc j'ai hâte d'en parler avec vous. Avant ça, on va faire un petit détour par Wimbledon, puisque ben, voilà, ce week-end avait lieu les deux finales, finale masculine et féminine de Wimbledon. On va commencer par la féminine et je vais donner la parole à Greg pour ta joueuse de la semaine. Greg, tu avais envie de mentionner une certaine polonaise. Ah oui, Iga Świątek, forcément. Victoire à Wimbledon, 6-0, 6-0, 54 minutes face à Amanda Anisimova. Rien à dire, quoi. Match absolument parfait. En face, elle est un peu ratée, on va dire, sa finale. Bien sûr. Et puis voilà, donc Iga Świątek qu'on n'attendait vraiment pas, parce qu'après Roland Garros, on se disait, même après toute la saison sur terre battue, on se disait, bon, c'est plus la même Świątek, elle est en difficulté. Puis là, elle a remis tout le monde d'accord. Elle a prouvé, même si on le savait, hein, mais elle a reprouvé, que c'était une championne et que tout simplement, voilà, elle était au-dessus du lot et qu'elle était totalement capable de concurrencer Aryna Sabalenka notamment. Est-ce que, bon, du coup, petite question, comme ça je te mets quelques petites questions. Qu'est-ce qui a plus pesé pour toi et est-ce qu'il y a un côté aussi, parce que tu l'as dit, elle a jamais gagné, enfin, elle avait jamais gagné Wimbledon en WTA, enfin, sur le circuit, elle avait gagné en jeune, si je me trompe pas, mais elle avait jamais gagné sur le circuit principal, entre guillemets. Elle venait du coup d'un début de saison compliqué, pour ne pas dire très compliqué. Elle a été descendue au 4e rang mondial. Ça a dû lui faire mal et il y a un vrai, comment dire, il y a une vraie réaction de caractère derrière, je pense. Ouais, la réaction de la championne, tout simplement, où voilà, elle s'est, on va dire, remise en question. Elle a fait une super quinzaine. Elle n'a pas marché sur l'eau, hein, mais voilà, elle était sérieuse, appliquée, propre. Et puis petit à petit, elle a gravi les échelons jusqu'à cette finale, où tout simplement, elle a pulvérisé son adversaire. Et elle a su faire preuve aussi de résilience, parce que voilà, tout le monde attendait la finale un peu comme chez les garçons. Mais Zabalenka-Świątek, Zabalenka, c'est, on va dire, frotté au mur Anisimova. Et puis Świątek a su en profiter, donc bravo à elle. Et c'est clair que c'est son premier Wimbledon, un nouveau tour du Grand Chelem à son palmarès. Exactement. Pour terminer, juste double bulle, donc voilà, 6-0, 6-0, tu l'as dit, ça n'avait plus été fait depuis 87, 8, je sais plus, 8, je crois. Et Steffi Graf, si je me trompe pas. Ça avait jamais été fait tout court à Wimbledon, je crois, des chiffres que j'ai vus, je crois que ça n'avait jamais été fait à Wimbledon, 6-0, 6-0. Et la dernière fois que donc, ça avait été fait, c'était Steffi Graf, et je crois que c'était à Roland Garros, mais je suis plus sûr, donc bref, ne m'assassinez pas, je suis plus sûr, donc il me semble, mais voilà, prudence. Mais je crois que c'est ça. Ok, très bien. Juste petit, allez, si tu devais, évidemment, grosse, on a adoré son parcours. Est-ce que tu as une petite déception côté féminin? Comme ça, après, on passe côté masculin, mais histoire de rester un peu chez les filles. Tu as une petite déception, quelqu'un qui t'a vraiment, vraiment déçu? On a beaucoup parlé de Coco Gauff. Est-ce que vraiment elle était attendue après Roland Garros ou pas du tout? Est-ce que tu en as une autre, Greg? Je te laisse la parole. J'ai entre guillemets, même si bon, une Loïs Boisson quand même, qui n'a pas réussi à passer le cut des qualifications côté française. Bon, côté français, je m'attendais à rien. À la limite, ouais, Gracheva qui perd au premier tour, franchement, c'est dommage, alors qu'elle doit gagner le match. Voilà, mais après, sinon, non, j'attendais pas de. Peut-être Zabalenka, parce que je trouve qu'Anisimova a quand même été. A fait un grand match, hein, a fait un grand tournoi, mais Zabalenka, voilà, en demi-finale, pour moi, elle doit gagner contre Anisimova. Maintenant, c'est comme ça. Ouais, il n'y a pas vraiment de grande déception. Il y a quelques. Le problème, c'est que dans le tennis féminin, c'est un peu comme ça. Donc, c'est un peu comme chez les garçons, hein, vraiment. Les deux tennis se ressemblent maintenant. Donc, non, pas de grande déception. Coco Gauff, j'attendais pas énormément de choses parce qu'elle n'est pas non plus dingue sur gazon. Peut-être une Vondrousova à la limite, que moi je pensais qu'elle allait loin et qui a perdu contre Emma Raducanu qui a fait un grand tournoi. Elle, à la limite, elle revenait de blessure. Elle a gagné le tournoi de, je crois, Stuttgart, il me semble. Donc, elle était en forme. Donc, peut-être elle, mais sinon, pour le reste, pas vraiment de déception, quoi. Il y a quelques semaines, David, on avait fait nos pronos pour Wimbledon. Est-ce que tu te rappelles qui c'est que tu avais mis, qui c'est que tu voyais aller gagner
Wimbledon ou pas du tout? Je sais que Noah, l'ancien, celui qui était avec nous cette fois-ci, avait pronostiqué Coco Gauff et c'est pour ça que, bref, c'était pas le call qu'il fallait prendre, évidemment, mais je me souviens plus, David, de qui c'est que tu avais. Sur les filles, je me souviens très bien ce que j'ai dit, moi. Sur les filles, j'ai dit c'est impossible de pronostiquer cette année, je ne m'aventurerai pas à ça. Ok. Voilà. Bon, je n'étais pas mouillé du tout. J'avais fait la poule mouillée, mais je n'étais pas mouillé. Et sur les garçons, j'avais dit Djokovic, donc j'ai vraiment 100% raison, quoi. Je me rappelle sur les garçons, je me rappelais des, en fait, je me rappelais des calls un peu, voilà. Mais c'était pas mal. Djokovic, il a fait son tournoi. Après, c'était compliqué de. Je pense c'est trop facile de dire Sinner. De toute façon, je voulais tenter un coup, mais. Bien sûr. T'inquiète, moi aussi, j'avais tenté un coup, j'avais dit Draper, ça n'a même pas été le meilleur britannique, donc bref, je pense pas que. Non, tu avais dit ça pourrait être Medvedev, il était éliminé pendant qu'on discutait, ça pourrait être Zverev, il a été éliminé le lendemain. Non, j'avais pas dit non, j'avais fait une petite liste de favoris parce que je me suis dit voilà. Ouais, sur les outsiders, tu avais fait un beau grand chelem, ouais. Exact. Non, mon favori à moi, c'était Draper. Et franchement, pour le coup, je l'assume totalement. C'est même Nori, il a fait mieux. Donc, bref, c'était dur. Mais non, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas été très, très bon là sur les pronos. On n'a pas été incroyable. On n'a pas été incroyable sur les pronos. On va pas se mentir, on n'a pas été fou. Ni côté garçon, ni côté fille d'ailleurs, on n'a pas été dingue parce que je crois que le garçon, j'avais dit. Alors qu'il suffisait de dire Sinner et Swiatek, tu vois, ça prenait 2 secondes. Il suffisait de dire le numéro 1 et c'est clair. C'est clair. Ouais, bon, comme quoi, des fois, faut pas aller chercher trop loin, mais bon, l'amour du risque, hein, ça, à chaque fois la même chose. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Bon, on passe aux garçons maintenant, puisque c'est Sinner qui a remporté cette finale revanche de Roland Garros quelques semaines après s'être fait remonter par Alcaraz. Là, il n'a pas laissé de chance à l'Espagnol, même s'il avait perdu la première manche. Les trois autres, ont été en faveur de l'Italien. Je n'ai pas spécialement envie qu'on revienne sur le match, etc. Je pense que beaucoup l'ont vu, beaucoup l'ont déjà débriefé, etc. J'avais juste envie j'avais sélectionné, je crois, une dizaine de chiffres, si je ne me trompe pas. J'ai sélectionné une dizaine de chiffres sur justement ce sacre et sur ce qu'est en train de réaliser Sinner cette année, parce que je trouve qu'on s'en rend pas assez compte. Je trouve que c'est le numéro 1 mondial depuis très longtemps et qu'on banalise beaucoup trop ce qu'il est en train de faire. Je sais pas du tout pourquoi. Je trouve qu'il est vraiment sous-coté comparé à d'autres. Donc, bref, on pourra essayer d'en débattre aussi. On pourra essayer d'expliquer pourquoi cette impression-là, en tout cas chez moi, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'il est sous-coté, ce garçon. Mais donc voilà, j'ai sélectionné quelques chiffres et voilà, et j'ai envie de juste voir avec vous lequel vous impressionne le plus. Donc après, j'ai juste pour vous donner ça, au moins on fait ça dans l'ordre, comme je l'ai prévu. Je vous donne plein de chiffres et vous me dites juste parmi ces chiffres-là que je vous ai donné lequel vous impressionne le plus. Et après, j'ai quelques chiffres justement par rapport à Alcaraz et là on reviendra un tout petit peu sur le match, mais vraiment de façon très rapide et plus même sur la rivalité que sur le match en lui-même. Et donc sur les quelques chiffres, donc j'ai 4, c'est le nombre de titres de Grand Chelem qu'il a à 23 ans. Il rejoint du coup Jim Courier et Guillermo Vilas. Il est déjà devant des Andy Murray, des Stan Wawrinka. Donc, bref, c'est monstrueux. Alors oui, c'était à des périodes différentes, évidemment. Andy Murray, Wawrinka, c'était pendant la période des 3 monstres, là, mais quand même. Il est donc quadruple numéro 1 mondial aussi à 23 ans. Il est numéro 1 mondial du coup depuis juin 2024. Ça fait un an, du coup, tout pile. En carrière, donc il est à 75% de victoire en carrière. Donc voilà. Mais du coup, là où je voulais en venir, c'est que donc, je vais rester sur les pourcentages. Il est à 63 victoires pour 9 défaites en Grand Chelem, ce qui est très costaud. Et parmi donc, ces 9 défaites, il y a 5 fois où c'est Alcaraz. Bref, on en reparlera un tout petit peu après, mais 5 fois où c'est Alcaraz, ça veut dire beaucoup de choses. 20 titres ATP en 27 finales, donc il a quand même 74% de conversion, ce qui est costaud. 91,6% de victoires depuis le début de la saison 2024.
Donc, il a disputé 108 matchs et il en a remporté 99. Donc, voilà, plus de 90% de réussite, ce qui est énorme. Donc, premier Italien, enfin, c'est donc le premier Italien sacré à Wimbledon. 57,1%, voilà qu'il a gagné donc plus de la moitié des tournois du Grand Chelem qu'il a disputé du coup depuis le début de la saison 2024. Donc bref, ça c'est juste pour parler un petit peu de la saison récemment, on va dire. Après, du coup, j'avais pris 20, donc comme son nombre de titres, hein, tout simplement, c'est son palmarès. Il a 20 titres désormais. 3430, c'est le nombre de points d'ATP qu'il a donc d'avance sur Carlos Alcaraz. En gros, il possède en gros une victoire plus une finale d'avance. Voilà ce que ça veut dire. Donc une finale de Grand Chelem, c'est 2000 points. Être finaliste, c'est 1300, je crois. Donc du coup, il peut enfin bref, il a une victoire et une finale d'avance, ce qui est juste énorme. 74%, donc c'est depuis 2023, enfin depuis 2023, pardon, oui, c'est ça, depuis 2023, et donc sur une période de 22 mois, il a 20 victoires pour 7 défaites contre le top 5, soit 74% de victoires contre le top 5 donc mondial, ce que je trouve énorme, parce qu'en fait, ça montre juste c'est pas juste fort contre les faibles, ou voilà, où il profite juste d'un tableau facile, entre guillemets. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Et c'était mon dernier. Après, ces chiffres concernant Alcaraz. Parmi tous ces chiffres-là, je ne sais pas s'il y en a un que vous avez retenu plus qu'un autre. David, je commence par toi. Est-ce qu'il y en a un Oui, surtout, en fait, il y a une chose qui n'apparaît pas dans les chiffres, justement, que je vais souligner, c'est qu'il a tout gagné, vraiment tout, sauf Roland Garros. C'est la seule chose qui lui manque. Il a tout gagné. Il a gagné 2 fois l'Australie, une fois Wimbledon, une fois l'US Open, une fois le Masters, 2 fois la Coupe Davis. Il lui manque une seule chose dans sa jeune vie de 23 ans de tennisman, c'est Roland Garros. Et les jeux. Le gars a tout gagné, a tout raflé, c'est le meilleur, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Il manque juste une victoire à Roland Garros, il était à 1-7 d'y arriver cette année. Donc vraiment, il est tout proche de rentrer dans le panthéon des meilleurs joueurs de l'histoire, des rares joueurs qui ont été même pas à 1-7, il était à 1 point. 1 point, oui. Il était à 1 point, oui, pardon, tu as raison. Il était à 1 point de gagner la dernière chose qui manque à son palmarès immense. Et donc là, voilà, il n'y a plus de chiffres quand tu arrives à ce niveau-là d'excellence et de palmarès à 23 piges, t'es au niveau des plus grands, des Djokovic, des Nadal, des Federer, hein, t'es là-dedans, t'es dans ce club-là. Donc effectivement, comme tu dis, il est sous-coté, incroyablement sous-coté par rapport à l'immensité de son palmarès et de ses performances. Ça, je suis complètement d'accord avec ton analyse de départ. Et il lui manque plus que cette victoire à Roland Garros pour qu'il devienne vraiment la superstar qu'il mérite d'être et qu'il est déjà, en fait. Cette fameuse sous-reconnaissance qu'il doit acquérir, il l'obtiendra quand il aura gagné Roland Garros l'année prochaine. Voilà. Écoute, tu prends les paris, pourquoi pas, on verra du coup où est-ce qu'on en sera, mais franchement, non, je peux pas être plus d'accord là pour le coup, c'est terrible. Enfin, ouais, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Alors, bref, on en discutera juste un tout petit peu après, Greg, pourquoi pas, pourquoi j'ai cette impression-là, en tout cas, de ma vision pas néophyte non plus, mais c'est vrai que je suis pas le tennis tout au long de l'année, tout le temps. J'aime beaucoup regarder, et je regarde énormément de tennis, je regarde même beaucoup trop, mais je suis pas à fond sur tous les joueurs, tous les tournois, etc. Ouais, parmi ces chiffres-là, est-ce qu'il y en a un qui t'impressionne plus qu'un autre, Greg, de ceux que j'ai cités? Non, moi, il me donne le tournis, ces chiffres. Donc, il me donne le tournis, c'est monumental. Enfin, moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est même pas ces chiffres, parce que c'est comme ça, mais c'est surtout, en fait, hier, il s'est retrouvé dans la même situation qu'à Roland Garros, quoi, où il a eu ses 3 balles de match, où Alcaraz en a sauvé une, quand même. Et derrière, il a gagné. Et ça, franchement, c'était quoi, le 5 juin ou le 8 juin, je crois, Roland Garros, la finale. C'était à peine il y a 1 mois, un tout petit peu plus. C'était il y a 5 semaines pile. Franchement, en 5 semaines, parce qu'il a dû en faire des cauchemars alors, c'est pas un robot, quoi. Des fois, je me demande, parce que comment tu peux récupérer aussi bien, aussi facilement dans la tête quand tu es passé à ça de la victoire à Roland Garros.
C'est hallucinant, c'est fou. Le mec, il ne faut pas oublier que bon, il y a eu cette histoire de dopage, mais donc il n'a pas joué pendant 2 mois et demi en début de saison, donc à partir de février. Donc il est revenu, il n'a pas pu donc disputer les mêmes tournois que les autres. Non, il est fou. Après, je ne suis pas sûr que il aurait gagné Wimbledon s'il avait gagné Roland-Garros. Je pense qu'il y avait peut-être pour moi, un surplus, pas de motivation, si on motivait tout le temps, mais peut-être un surplus de se dire, voilà, je veux vraiment effacer rapidement cette image. Voilà. Maintenant, il y a aussi une chose, c'est que pour moi, mais ça, c'est les grands champions, mais il a eu beaucoup de chance dans ce tournoi parce qu'il y a un match où, pour moi, il doit se faire sortir parce que l'autre est en feu et Sinner n'est pas bien. C'est quand Dimitrov, il est mené 2-7-0. Il y a 2-2 dans le troisième. Je ne le vois pas revenir. Et Dimitrov se blesse. Patatras, derrière, il gagne le tournoi. Mais maintenant, ça, c'est la chance des champions. Il a su la provoquer. C'est comme ça. Mais en tout cas, il est monstrueux. Il est monstrueux. Et puis hier, autant Alcaraz à Roland-Garros, pour moi, avait quand même un petit truc en plus. Autant là, hier, c'était lui que c'était Sinner, quoi. Les cachous qu'il envoyait en coup droit, en revers, les revers sautés, tout était, même le service. Il a pris énormément de risques sur sa deuxième balle, ce qu'il ne fait pas tout le temps, mais ce qui a été payant. Je crois qu'il est monté 40 fois au filet, il a gagné 32 points, je crois. Je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises. Et Alcaraz est monté 23 fois, donc pratiquement le double. Donc voilà, donc il a tout compris et puis surtout dans la tête, il était monumental, quoi. Il était monumental. Ok. Je te rejoins, je voulais en venir justement sur cette prise de risque parce qu'il a été. Après, du coup, je pense que tout est lié. Le garçon était vraiment en mission. C'était l'impression que ça donnait. On a souvent parlé d'un robot, etc. Mais en fait, là, en tout cas, ou alors il était juste programmé pour gagner et c'est tout. Mais non, c'était vraiment impressionnant à voir. Par rapport donc justement à Alcaraz, parce que mine de rien, ça reste, on risque de le voir en tout cas très souvent, hein, cette finale, en tout cas ces affrontements, on risque de les voir très 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 souvent. Les deux sont très très jeunes et ils sont déjà au top, donc on risque de les voir très souvent. Mais Alcaraz du coup restait sa bête noire. Il avait perdu 5 fois, les 5 dernières fois qu'il avait rencontré Alcaraz, il avait perdu. C'était Indian Wells, Roland Garros 2 fois, Pékin et Rome, si je ne me trompe pas. Il est enfin revenu. Est-ce que je sais pas trop comment tourner ma question, mais ouais, Alcaraz Sinner, on risque d'en bouffer pendant encore des années et des années et des années. Du coup, ouais, je voulais te donner la parole à toi, David, là-dessus, mais. Ouais, Alcaraz Sinner, c'est le nouveau Nadal Federer, tout à fait, hein, ni plus ni moins. Et je pense que Sinner est plus fort moi, que Alcaraz, mais voilà, ça c'est un sentiment juste personnel et qui repose sur rien de très objectif. Je trouve que Sinner est plus fort, mais il va falloir battre Alcaraz sur terre battue pour le démontrer. Et je me rappelle très bien de l'époque des duels Federer-Nadal. La première fois que Nadal a gagné à Wimbledon, on disait Nadal c'est un joueur de terre battue, il peut pas gagner à Wimbledon. Et finalement, il a pris le dessus, il a gagné à Wimbledon. Et on s'est dit Nadal va marcher sur Federer. Et en fait, Federer a rééquilibré ensuite les débats. Et je pense que ça va être un peu cette même histoire entre Sinner et Alcaraz. Ça va être une lutte pour dominer le tennis mondial entre les deux, effectivement. Mais peut-être que Sinner peut gagner cette bataille de façon assez nette. En tout cas, le palmarès, pour l'instant, il est monumental, Alcaraz. Est-ce que Alcaraz va être cantonné à un joueur de terre battue ou est-ce qu'il va être vraiment le meilleur mondial toute surface? Ça, c'est un débat que les spécialistes adorent avoir. Et pour l'instant, il a un meilleur palmarès que Sinner, mais bon. Je vois Sinner être le premier à gagner sur les 4 surfaces. Entre les deux, je pense que Sinner est plus proche. Très bien. Voilà. Un truc qui est, pour le coup, ça c'est vrai, hein, et juste pour en rajouter une couche sur ce qu'on est déjà en train de dire par rapport à Sinner, c'est le côté, on a parlé beaucoup de multisurface récemment, là ces dernières années, c'est énormément pas le mot à la mode, mais on en parle énormément parce que c'est très important d'être versatile.
Et moi, cette année, justement, Sinner, il m'a ultra impressionné là-dessus. Et comme ça, on va terminer là-dessus. Mais juste, il m'a vraiment, vraiment impressionné là-dessus, Greg, sur ce côté multi-surface. On le connaissait très, 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 très chaud, très, très fort, très, très dur à prendre sur dur. Et cette année, il fait finale à Roland-Garros, qui franchement, tu l'as dit, il était à 1 point du match, donc ça aurait pu tourner, mais enfin voilà. Et il prend Wimbledon. C'est compliqué de faire plus complet. Franchement, c'est compliqué de faire plus complet. Ouais, non, mais ce duel, il est intéressant parce que tu en as un qui est vraiment très efficace et très froid, et puis tu en as un qui est hyper, on va dire, hyper volatile, qui fait des trucs de dingue, qui ramène je sais pas, une atmosphère particulière. Donc c'est vraiment un peu le feu et la glace qui s'opposent sur le terrain. Et c'est pour ça que ce duel est intéressant, quoi. Là, de toute façon, pour moi, Sinner, c'est un Djokovic 2.0, quoi. C'est exactement les mêmes qualités, je trouve un peu plus puissant. Et voilà, quoi. Mais niveau mentalité, niveau, on va dire, état d'esprit, c'est un peu pareil, quoi. C'est pas quelqu'un qui est très, enfin, pas aimé, mais alors Djokovic était un peu plus, on va dire, cherche embrouille, on va dire, que Sinner, parce que Sinner est vraiment très, voilà. Mais pour le reste, en fait, je trouve que c'est vraiment ça, quoi. Tu en as un vraiment qui s'exprime énormément, qui, même trop des fois, hein, qui a Alcaraz. Et puis tu en as un vraiment qui est focus, voilà, il fait son job, il est froid comme de la glace, et tout simplement, ça nous fait des duels de fou. Maintenant, au-delà de ça, le niveau qu'on aime ou pas les deux, mais le niveau de jeu. Alors, Roland-Garros, j'ai trouvé que le niveau de jeu était plus intéressant, plus intense que hier. Mais le niveau de jeu que ces deux joueurs-là sont capables de. Je te rejoins, mais je trouve le débat rapidement, juste intéressant, mais le niveau de jeu il était bien à Roland-Garros à partir du 3e set, on va dire. Ouais, mais sur Wimbledon aussi, il y a eu quand même des. Tu vois. Mais après, ça dépend, chacun aimera ce qu'il veut, mais je trouve qu'ils sont capables, les deux, de nous fournir un tennis d'une qualité, franchement, rarement vue, quoi. Alors, je dis pas que c'est au-delà de Federer-Nadal ou Djokovic-Federer, parce que on a vécu des moments exceptionnels. Mais là, le niveau de jeu, la puissance, puis c'est des mecs, il ne faut pas oublier qu'ils ont, hier, ou même à Roland, ils ont quand même 6 matchs dans les pattes. Hein. Alors, ok, la plupart du temps, ils ne perdent pas de 7, ou voilà, mais ils ont quand même 6 matchs dans les pattes. Il faisait particulièrement chaud à Wimbledon cette année. D'ailleurs, on a vu le gazon qui était grillé, notamment sur le fond de cours. À Roland-Garros, pareil, il faisait très très chaud. C'est de la terre battue, c'est compliqué. Donc, franchement, le niveau de jeu de ces deux-là, il est monumental. Puis en plus, voilà, ils ont l'air de s'apprécier. Ils se respectent. Donc voilà. Donc franchement, le tennis a de beaux jours devant lui. Et par contre, j'espère juste qu'on aura un autre joueur, un 3e ou 4e, qui de temps en temps pourront un peu les embêter. Du style Murray, du style Wawrinka. Il ne faut pas non plus que ce soit tout le temps eux, quoi. Voilà. Mais bon, le problème, c'est que pour l'instant, on ne les a pas, quoi. Celui qui peut arriver, c'est Medvedev. Maintenant, ça me paraît un peu terminé parce qu'il a le 25 ans passé, puis il fait une saison catastrophique. Tsitsipas, j'en parle même pas, il est sorti du top 20. Il est 26e joueur mondial aujourd'hui. En plus, ça c'est l'info people, mais il est plus avec Badoza, donc rien ne va plus. Voilà. Et puis Runeux, c'est pareil. Hein, il faudrait que Arthur Fils monte en puissance et vienne nous les titiller. Arthur Fils aussi, bien sûr, ça fait partie. Mais Arthur Fils, j'espère que lui, il va pas avoir de soucis de blessure parce que à Roland-Garros, il y en a beaucoup qui présageaient d'une blessure diplomatique limite pour aller voir la finale de Ligue des Champions. Au final, c'était pas ça du tout. Et aujourd'hui, il a été forfait à Wimbledon, donc voilà. Et surtout pour son jeune âge, en plus, les fractures comme ça au dos, ça, c'est une fracture de fatigue au dos, non? Je crois que c'est un peu compliqué. Musetti, c'est pareil. Il a une vraie fracture, on va dire fracture, pas fracture, mais blessure de fatigue à Roland. Là, il n'était pas du tout présent parce qu'il n'a pas pu jouer avant sur le gazon. Tu as un Runeux. Il est gentil, mais on ne sait même pas ce qui se passe. C'est un petit polisson, j'en sais rien. C'est une catastrophe, ce joueur. Auger-Aliassime, c'est pareil, pour moi, c'est l'éternelle déception. Tous les Canadiens, de toute façon, c'est tous des déceptions. Chapovalov, Aliassime, ils ont un talent fou. Mais voilà, puis derrière, il y a peut-être Fonseca, Mensik, mais ils sont encore très jeunes, hein, ils ont 18 et 19. Fonseca a une pression, mais qui est monumentale. Pourquoi pas Jack Draper?
Mais bon, il s'est un peu loupé sur ce tournoi. Donc c'est vrai que derrière, c'est un peu compliqué, quoi, à voir. Si, derrière, c'est qui? C'est Djoko, quoi. Voilà. Parce que Zverev, il est de moins en moins aimé par tout le monde. Il trouve une excuse à chaque fois et c'est vraiment dommage. Mais sinon, c'est Djoko qui fait de la résistance. Mais les deux sont tellement au-dessus, tellement au-dessus. C'est incroyable, quoi. Donc, ouais. En tout cas, on suivra ça, évidemment, sur les prochains mois. Donc, le prochain gros événement, bon, ce sera évidemment, enfin, le prochain Grand Chelem, en tout cas, ce sera évidemment en Amérique. Donc, bref, d'ici là, il y a un peu le temps. Mais ok, très bien. On va passer. C'est mon favori maintenant, comme ça sera fait, ce sera Yannick Sinner pour moi le favori de. Très bien. Même aussi, avant de passer à autre chose, il y a un joueur qu'on attend, moi que j'attends, je suis désolé, mais c'est Ben Shelton. Oui, pareil, Ben Shelton ou même Taylor Fritz, qui quand même est maintenant numéro 4 mondial. Les Américains, il faut aussi qu'ils passent un cap. Et Shelton, notamment à l'US Open. Tu nous en as cité tellement, j'ai l'impression qu'il y a un pronostiqueur du tiercé, tu sais, tous les chevaux, comme ça, tu crois qu'il y en aura un qui sera à l'arrivée. C'est clair. Bon. Non, mais là où, en tout cas, par exemple, Shelton était assez impressionnant, c'est vrai que, par exemple, personne n'attendait à Roland Garros, il a fait un vrai beau parcours. Donc, Shelton. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, ouais, pourquoi pas pour la suite. Mais j'ai l'impression que pour le coup, et notamment Shelton, j'ai l'impression que c'est soit motivation, soit dans la tête, je sais pas. On a l'impression que sur beaucoup de tournois, on a l'impression que il s'en fout un peu. Donc, bref, à voir comment. Bah oui. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pas cette mentalité de tueur que les autres ont, quoi. Donc voilà.